Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Vincent Gautré, je suis directeur pour encore quelques mois encore euh, du CRDP. Et aujourd'hui, on va vous présenter une activité que j'aime beaucoup, que l'on a appelée les après-midi de la justice. Les après-midi de la justice, là, encore une fois avec un public, c'est un peu ce que j'appelais des entre-soi, c'est-à-dire on demande à des chercheurs avec des approches différentes sur un thème commun, évidemment, mais d'évoquer une perspective relativement généralement à un axe sur lequel le centre de recherche a basé son devis scientifique, à savoir que dans toute conception de la justice, il y a toujours la présence ou non d'une régulation qui passe par les institutions. Et relativement à cette thématique centrale des institutions, et notamment sur les atteintes, sur le morcellement que l'on aperçoit de plus en plus dans différents registres, eh bien, on voulait, en fait, avec Sylvain Lafleur, qui est ici, qui est le coordonnateur scientifique depuis quelques mois, on voulait, en fait, mettre en commun des personnes qui, justement, se signalent par leur intérêt scientifique sur cette notion de régulation institutionnelle. Et je vais très rapidement, parce que le temps passe vite, vous présenterai ces trois personnes d'ores et déjà. Et ensuite, on va leur demander à chacune de ces personnes-là de présenter en 20-25 minutes la perspective qui est la leur sur le sujet. Et c'est ensuite que nous prendrons l'ensemble des questions. Alors, si vous voulez bien, on va utiliser ce menu, si je puis dire, qui nous apparaît le plus efficace eu égard aux 90 minutes dont nous disposons. Pour la petite question aussi de Poutine sur laquelle je vais vite passer, mais qu'il faut que je signale quand même, c'est que cette formation est assujettie à la formation continue pour les avocats et notaires et qu'un mot de passe vous sera transmis via, je ne sais pas comment on dit ça en français, par le chat, par Sylvain près de la fin, donc pour que l'heure 30 de FCO vous soit attribuée. Alors, j'y vais avec ma présentation des trois intervenants. Donc, c'est strictement par ordre alphabétique. Ce n'est pas plus scientifique que ça. En premier lieu, ce sera Jean-Louis Denis qui va nous entretenir de cette question-là. Et on a aussitôt pensé à Jean-Louis parce qu'au-delà de sa présentation que je peux faire très, très sommairement, il est prof à l'EPSUM, il dispose d'une chaire du Canada justement sur le design et l'adaptation des systèmes de santé. Il est chercheur au CRDP, mais si je peux me permettre cette précision, il est aussi chercheur en résidence au CRDP et via ce statut de chercheur en résidence, il donne un cours à la faculté de droit avec son approche au niveau de la santé, au niveau de la gestion, cours qui s'intitule « Changement, innovation et réforme institutionnelle ». Donc, il est parfaitement outillé pour faire notre première présentation sur analyse des réformes en santé, les rôles des logiques institutionnelles, des intérêts des professions comme institutions. En deuxième lieu, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ce sera au tour de la professeure Dalia Guézuapi-Fecteau, qui est professeure à l'UQAM, que j'ai eu, comme je mentionnais déjà, la chance de convier à une activité il y a un peu plus de 2 ans, qui est une spécialiste, je vais résumer comme si, en droit du travail, sur les questions socio-juridiques liées à l'application effective du droit du travail. Et encore une fois, je ne veux pas répéter sans sauver fort éloquent, mais qui s'intéresse notamment sur la porosité des frontières entre temps de travail et temps personnel, moi qui m'intéresse particulièrement en ces temps distanciés. Et qui, avant d'être professeur, a notamment pratiqué le droit du travail à la Direction générale des affaires juridiques de la Commission des normes du travail et qui a eu d'ailleurs l'occasion de représenter des salariés non syndiqués jusqu'à la Cour suprême. Alors, merci encore une fois, Dalia, pour vous prêter au jeu une nouvelle fois. Et puis, la petite précision aussi, c'est que au-delà de ce cursus-là, Dalia est associée au projet ADAGE, qui est dirigé par notre collègue Pierre Neuron, au sein duquel elle est responsable d'un chantier qui porte notamment sur les coûts humains et financiers de la justice.
Donc, dans son cas, je pense, Dalia va nous parler des institutions et du morcellement du droit du travail. En troisième lieu, Evelyne Jean-Bouchard, que je connais bien aussi, qui est une boursière postdoctorale CRSH et maintenant MITAX. Je dis maintenant parce que j'ai le privilège, non pas de la diriger, hein, au niveau même doctorat, mais au postdoc, on accompagne peut-être un peu, mais pas plus. J'ai l'occasion donc d'accompagner dans le cadre d'une recherche en ce moment qu'elle effectue au CRDP, dans le cadre de l'Institut québécois de la réforme du droit et de la justice, sur un sujet qui est le droit en contexte de crise. Mais avant cela, évidemment, elle a eu un doctorat de l'Université d'Ottawa, je crois. Elle a eu en 2018 la bourse Alice Wilson de la Société royale du Canada, donc, qui est un prix qui décerne notamment, qui est décerné aux femmes qui possèdent une compétence exceptionnelle en recherche au niveau postdoctoral. Et elle s'intéresse particulièrement au rôle joué par les femmes au sein des instances locales. Et si je peux me permettre, pour avoir trouvé ça dans son CV, et elle rêve d'une ville où toutes les femmes, y compris les femmes racisées et les femmes marginalisées, peuvent avoir accès à des services sociaux et des soins de santé adaptés à leurs besoins. Elle travaille beaucoup notamment sur la République démocratique du Congo, enfin, notamment le conflit armé dans l'est du pays. Et je voulais rajouter un autre point sur Evelyne que j'ai complètement oublié, qui m'a sorti de la tête. Mais en tout cas, c'est un vrai… Oui, c'est ça. C'est que avec une des raisons pour lesquelles je voulais qu'Evelyne intervienne, c'est que c'est une grande spécialiste de l'autrice Holmstrom, qui a beaucoup travaillé justement sur le rôle des institutions de manière peut-être un peu plus théorique, qui, je pense, sera un petit peu le propos de Evelyne tout à l'heure. Alors voilà, je m'arrête là. Merci encore à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Et Jean-Louis, sans plus tarder, la parole est à vous. Merci pour l'invitation. Puis comme Vincent l'a bien dit, je ne suis pas formé dans le domaine du droit. J'interviens dans le domaine des politiques et du management de la santé. Écoute, si vous voulez bien, on va s'adapter aux circonstances et sans plus de tergiversation, là, Dalia, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Vincent. Merci au CRDP et à Sylvain de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Alors, je vais peut-être prendre un petit pas de recul sans vouloir faire un cours magistral sur qu'est-ce que le droit du travail, mais peut-être juste pour expliquer le contexte dans lequel s'inscrit l'évolution et l'élaboration du droit du travail et les défis auxquels les institutions du travail font face aujourd'hui, face à un important de ce que moi j'ai fini par qualifier de morcellement ou de fragmentation de cet ensemble qui est le droit du travail. Alors, peut-être justement pour prendre un petit pas de recul, c'est important de rappeler qu'au Québec comme ailleurs, le droit donc, des rapports collectifs a émergé dans un contexte où l'intervention de l'État était à peu près inexistante dans la détermination des conditions de travail. Donc, à une certaine époque, évidemment, on peut situer ça au début du 20e siècle, ce que j'appelle la densité normative des instruments qui étaient issus du droit étatique était assez faible et la faiblesse de ces mécanismes-là, finalement, a fini par alimenter cette espèce de certitude que les seuls gains qui pouvaient être faits étaient par l'action syndicale, l'action collective. Or, les choses ont changé à partir des années 70 au Québec et c'est vrai ailleurs aussi. Il y a une importante intervention du législateur, donc de l'État, qui est venu intervenir pour justement insérer des socles, je dirais, des socles minimaux à travers différentes lois du travail. Donc, on va prendre pour exemple la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et sécurité du travail et même à certains égards la Charte des droits et libertés qui prévoit évidemment certaines dispositions en matière de travail et d'emploi. Donc, coexiste à partir des années 70 un corpus normatif issu de l'intervention de l'État avec ces normes qui sont issues de, je dirais, l'action collective, donc des parties qui négocient une convention collective qui, peu à peu, doivent composer avec une multiplicité de normes d'ordre public
qui viennent justement de ces lois du travail. Donc, aujourd'hui, on fait un constat. Le droit du travail est un ensemble qui est morcelé, qui est fragmenté. Je vais revenir dans quelques minutes sur cette définition peut-être plus conceptuelle de qu'est-ce que le morcellement ou la fragmentation. Ce qui est important, par contre, de considérer, c'est les incidences de ce morcellement-là, car il y en a. Il y en a plusieurs et c'est un morcellement avec lequel les institutions du travail, et là, ici, je vais parler principalement des institutions qui assurent la mise en œuvre du droit du travail, mais aussi justement de l'acteur syndical qui doivent composer avec ce morcellement-là, justement, et assurer l'effectivité de cet ensemble qui est le droit du travail. Donc, quand on parle ou quand je parle ou quand on parle du morcellement du droit dans le cadre d'un projet que je dirige avec des collègues, c'est pour ça que je parle souvent un « nous », c'est un projet qu'on développe en collaboration avec plusieurs collègues dans une équipe internationale. Donc, le morcellement du droit, ou ce qu'on appelle en anglais la fragmentation, est une notion qui a été théorisée en relation avec d'autres domaines du droit, et principalement le droit administratif et le droit de l'environnement. Je dirais que les auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là sont principalement des politologues, Busby, Yaver et Farhang, notamment dans les années 2000-2010, qui ont écrit sur ce concept de morcellement. Alors, le morcellement peut prendre 4 formes dans cette acception théorique-là. Une fragmentation qui est temporelle. Une fragmentation qui est temporelle, pourquoi? Parce qu'un ensemble normatif a connu une évolution à travers le temps et se sont donc superposés un ensemble de lois ou de cadres normatifs autour d'un même objet et nécessairement aussi d'institutions qui assurent la mise en œuvre. La fragmentation peut aussi ou être verticale, c'est-à-dire que plusieurs paliers, plusieurs juridictions, donc, peuvent intervenir sur un même objet sans nécessairement toujours identifier quel palier a préséance sur un autre. Troisième forme de fragmentation, la fragmentation horizontale, où là, on a un seul palier, une seule juridiction qui peut intervenir, mais où il y a plusieurs cadres normatifs qui sont susceptibles, donc plusieurs lois, par exemple, plusieurs ensembles normatifs, plusieurs lois ou je dirais plusieurs outils de régulation davantage qui sont susceptibles d'encadrer un même phénomène. Et finalement, quatrième catégorie qui est celle peut-être sur laquelle on va se pencher un peu plus aujourd'hui, la fragmentation dite institutionnelle, où là, il y a une multiplicité d'institutions qui peuvent intervenir pour assurer la mise en œuvre des normes à l'égard d'un même objet. Donc, c'est bien de conceptualiser l'idée de morcellement du droit, mais pourquoi le fait-on? Bien, parce que le constat est assez clair. Le morcellement du droit peut générer une complexité juridique et il y a évidemment des coûts de gouvernance associés à cette complexité-là, mais aussi, et ça, je pense que c'est, en tout cas, moi, ce qui me semble le plus important et à considérer, il y a des coûts de délégitimation qui sont associés à cette complexité-là. Et cette délégitimation, évidemment, l'effectivité de ce cadre normatif-là ou d'un ensemble, de cet ensemble normatif-là peut en faire les frais. Peut-être, comme évidemment, je vais essayer de mettre la table peut-être un peu plus précisément. Quand on parle de morcellement du droit du travail, il y a 2 façons de l'envisager. Bien, il y a cette idée du morcellement normatif, où il y a une pluralité de sources qui sont applicables au travail salarié, je l'ai évoqué tantôt, hein, et le droit du travail québécois, je dirais, est un exemple patent, même en contexte nord-américain, de cette constellation de lois qui ont des champs d'application distincts, des objets spécifiques, des modes d'application particuliers, et je dirais même, si vous voulez que je vous en ajoute une couche, dans chaque loi au Québec du travail, nous avons une définition de qui est un salarié ou qui est une travailleuse ou un travailleur. Donc, ça peut devenir difficile de s'y retrouver, ne serait-ce que pour savoir justement le champ d'application spécifique de ces lois-là. Mais nonobstant cette question spécifique-là, il y a aussi une question justement d'articulation de ces différentes sources de droit qui peuvent intervenir parfois à l'égard d'un même objet ou d'un même litige, par exemple. Donc, deuxième élément, on a ce morcellement normatif, mais on a aussi un important morcellement institutionnel où on a vraiment une pluralité d'institutions qui sont chargées de l'application du droit du travail. Alors, pour donner quelques exemples, une pluralité d'institutions qui ont des fonctions administratives, de surveillance, de traitement des plaintes ou d'inspection du travail,
Vous savez, en 2016, au Québec, est apparu dans notre paysage, dont on a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Je suis assez reconnaissante de la pandémie qui aura eu quand même cette vertu de pédagogie pour faire comprendre au grand public les institutions du travail. Mais en 2016, est née la CNESST, la Commission des normes, de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, est née de la fusion de 3 instances administratives, la CSST, la Commission des normes du travail et la Commission de l'équité salariale, qui ont été réunies dans une seule et même institution, mais les recherches sont claires et nos constats sont assez clairs. Cette institution-là fonctionne encore aujourd'hui en silo. Il y a un traitement encore distinct, qu'on soit en matière d'équité salariale, en matière de normes du travail ou en matière de santé et sécurité du travail. Et ce fonctionnement par silo-là est inextricablement lié justement au fait qu'on fait face à une pluralité de lois du travail qui ont des objets et des champs d'application qui sont distincts. Mais au-delà des fonctions administratives, il faut aussi des organismes, je dirais, de nature administrative. Il faut aussi voir qu'il y a une pluralité d'institutions qui ont des fonctions juridictionnelles. Alors, en droit du travail, un litige pourra se retrouver devant les tribunaux judiciaires, par exemple, ou encore devant un tribunal administratif comme le tribunal administratif du travail, dans certains cas, devant le tribunal des droits de la personne, et dans d'autres cas, si on est dans le contexte d'un grief, donc en milieu syndiqué, ce sera l'arbitre de grief qui sera compétent. Alors, ces tribunaux spécialisés ou ces tribunaux judiciaires ont souvent des compétences exclusives. Les pouvoirs sont délimités par des lois qui leur confèrent évidemment des compétences, mais sans vous faire un cours complet justement de détermination des forums compétents, quand j'enseigne ça au bac, je le dis souvent, c'est la question qui mobilise la Cour suprême en droit du travail depuis des années, c'est doit-on être entendu par l'arbitre, par le tribunal administratif du travail? Il y a une réflexion importante à faire là-dessus. Les principaux débats présentement qui ont été entendus dans les 25 dernières années en droit du travail par les instances supérieures sont des débats de détermination de la compétence. Ça en dit long sur les effets du morcellement du droit du travail, sur le cadre dans lequel se déploie la mise en œuvre. Alors, je vais juste faire une parenthèse là-dessus pour illustrer mon propos. C'est un dossier, dans mon ancienne vie d'avocate dans lequel j'ai été impliquée, je représentais la Commission des normes du travail qui était intervenante jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et la salariée dans cette affaire-là, c'est l'affaire SFPQ qui a été rendue par la Cour suprême en 2010. Dans cette affaire-là, la salariée, quand la décision de la Cour suprême a été rendue en 2010, ça faisait 7 ans qu'elle avait été congédiée et il n'y avait pas encore eu une réponse à savoir quel forum était compétent pour entendre son recours en congédiement. Alors, quand on parle d'accès à la justice, quand on parle d'effectivité des normes et des recours, on peut voir là certainement un enjeu qui découle directement de ce phénomène de morcellement du droit du travail. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, peut-être justement pour revenir de façon plus concrète sur l'incidence de ce morcellement institutionnel, je dirais, sur la mise en œuvre cohérente de la pluralité des sources qui composent le droit du travail, il faut regarder peut-être un peu plus étroitement, et c'est justement l'objet d'un grand projet de recherche que j'ai l'immense privilège de diriger et qui vraiment inclut une équipe au Québec notamment avec mes collègues Guylaine Vallée, Rachel Cox, mais d'autres à travers dans d'autres pays, en Australie et en France, parce que le morcellement du droit du travail n'est pas un phénomène québécois, n'est pas un phénomène nord-américain, c'est un phénomène qui prévaut dans une multiplicité d'États. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment saisir l'élaboration du droit du travail dans sa dimension historique, hein, une élaboration qui s'est construite au fil d'à peu près 120, 140 ans, dépendamment des États. Donc, justement, quelles sont les pratiques, les stratégies des acteurs institutionnels face à cet important morcellement-là? Bien, justement, comment prendre en compte, je dirais, c'est ça le principal enjeu, prendre en compte ces ensembles de sources que compose le droit du travail et qui, souvent, son application est freinée par une analyse en silo, et où là, on va avoir des problèmes de limite de compétences et justement de détermination de qui a les pouvoirs d'attribuer quel remède selon les circonstances. Alors, c'est très intéressant parce que dans les dernières années,
le tribunal administratif du travail, et je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer mon propos, le tribunal administratif du travail a décidé dans des affaires en matière d'harcèlement au travail. Donc, le harcèlement au travail, et là, je vais vous donner l'exemple pour une personne non syndiquée, peut faire l'objet d'une plainte de harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail, mais si ce harcèlement nous a rendu malades, on peut aussi faire une réclamation en vertu de la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est donc une plainte et une réclamation qui cheminent de façon parallèle au sein de la CNESST, un géré par la division des normes du travail, un autre géré par la réclamation en matière de lésions professionnelles, géré par la division de santé et sécurité du travail. Mais toutefois, si ces deux dossiers-là font l'objet de contestation, ça se retrouve devant le tribunal administratif du travail, qui va devoir rendre une décision en matière d'harcèlement psychologique et une autre sur la lésion psychologique. Et là, je vous épargne le débat qui ont eu cours dans les 10 ou 15 dernières années. On est venu plaider qu'il y avait chose jugée s'il y avait une décision, par exemple, qui rejetait ou qui acceptait la plainte en harcèlement psychologique, qu'évidemment, ça avait une incidence sur le dossier en matière de lésion. Il y a une série, la préclusion. Bon, je vous épargne tous les débats vraiment de droit positif qu'il y a eu autour de ça, mais ce que le tribunal administratif du travail a décidé de déployer dans les 3 ou 4 dernières années, c'est une jonction des dossiers. Donc, les deux dossiers peuvent, si la salariée ou le travailleur ou la travailleuse fait la demande, être entendus par un même décideur qui va rendre une décision sur le harcèlement et sur la lésion. Il doit rendre une décision sur chacune des réclamations et plaintes, mais évidemment, va entendre une preuve, la même preuve finalement pour disposer de ces plaintes et réclamations-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a réglé tous les problèmes? Alors, je vous annonce que la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate, et je vais vous donner cet exemple-là, il y en a multiples d'autres exemples. Alors là, je vais ici souligner le travail d'une de mes étudiantes à la maîtrise, Vanessa Collin-Lavoie, qui a travaillé dans le cadre de son essai sur cette question-là. Ce qui est très intéressant dans l'analyse que Vanessa a fait, c'est qu'on constate qu'en fait, le fait de traiter de façon jointe les deux dossiers entraîne une importante médicalisation du débat. Alors, quand on doit traiter, à savoir est-ce une lésion professionnelle ou pas, on médicalise le débat. C'est comme ça que, évidemment, le traitement de cette réclamation-là est pensé. Or, quand on a mis en place le recours de harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail, c'est explicitement ce qu'on voulait éviter. Une médicalisation du débat pour reconnaître la responsabilité de l'employeur dans un contexte de harcèlement. Or, ce qu'on constate, et là, je donne vraiment un des exemples de la conclusion de l'analyse de ces décisions jointes en matière de harcèlement et de lésions professionnelles, c'est que ça entraîne une importante médicalisation du débat et qui peut avoir des conséquences sur l'issue des deux réclamations. Je vous reviens sur… Alors là, vous allez me dire, oui, mais OK, alors c'est quoi la solution? On essaie de joindre. Alors, on va y revenir tantôt sur justement comment assurer une mise en cohérence du droit du travail, une mise en cohérence de l'intervention des institutions, tout en respectant, et c'est là le défi ici, tout en respectant évidemment les objectifs et finalités différentes qui sont poursuivies par ces lois du travail-là. Je vais revenir sur cette question-là en conclusion. Alors, encore une fois, je l'ai souligné tantôt, donc je ne reviendrai pas là-dessus de façon trop détaillée, mais la complexité se manifeste souvent par des conflits juridictionnels pour déterminer qui est le tribunal compétent. Alors là, je vais vous donner un exemple peut-être, et sans vouloir tomber dans l'anecdote ou être trop cynique ici, mais dans la Cour suprême depuis le début des années 2000, pour voir comment s'articule, par exemple, la convention collective avec les différentes lois du travail, a développé différents tests. On parlait jadis, au début des années 2000, avec la décision Paris Centre, de l'intégration implicite des normes d'ordre public dans la convention collective. On a ensuite développé un test de la compatibilité des normes d'ordre public avec la convention collective et on parle aujourd'hui de la théorie de la hiérarchie des sources. Alors, au fil des 20 dernières années, on a changé de test. On connaît ça aussi en droit administratif, n'est-ce pas? Mais ici, simplement pour déterminer qui est le forum compétent, une succession de décisions et de changements de tests pour justement réfléchir à cette articulation des sources et à la détermination du tribunal compétent. Et pour terminer,
Je pense que l'élément le plus important ici, c'est de comprendre l'incidence du morcellement sur l'effectivité du droit du travail et la capacité de la fonction de protection du droit du travail à se réaliser. Et sur cette question-là, il faut bien comprendre, encore une fois, le rôle des acteurs, le rôle des institutions dans la mise en œuvre du droit du travail, dans la possibilité que ce droit-là soit effectif. Et là, je vais vous donner quelques exemples. En milieu syndiqué, par exemple, ce qu'on constate, c'est que le morcellement crée, c'est une pression énorme sur les ressources parce qu'évidemment, on exite de plus en plus la négociation pour une augmentation importante de la judiciarisation des limites, donc des litiges, pardon, au lieu de traiter davantage en amont dans une dynamique collective des enjeux. De plus en plus, ce qu'on constate, c'est que ce foisonnement de normes et de conflits possibles entre les normes et les juridictions amène une grande judiciarisation des litiges. Et ce que ça crée, en fait, c'est que ça peut n'importe pression sur les ressources des associations syndicales et on constate un essor d'une espèce de mobilisation stratégique des litiges. On ne peut pas nécessairement activer les litiges dans tous les cas face à des ressources limitées, ce qui entraîne d'importantes insatisfactions au sein du collectif salarié et dans certains cas, une désaffection de l'action syndicale telle qu'on la conçoit classiquement. L'autre enjeu qu'on constate aussi, c'est l'important enjeu de professionnalisation des responsables syndicaux. Pourquoi? Il fut une époque où les responsables syndicaux étaient des personnes qui avaient travaillé sur le plancher, comme on dit souvent, et qui tranquillement qui gravissaient des échelons pour devenir, par exemple, conseiller ou délégué syndical. Mais face à l'importante complexité de l'environnement normatif qui régule la prestation de travail, qu'est-ce qui arrive? On constate une importante professionnalisation. Les personnes qui jouent ces rôles-là aujourd'hui, ce n'est pas rare que ce soit des diplômés en droit ou des diplômés en relations industrielles. Donc, ça aussi, ça change la dynamique. Il y a une espèce de déconnexion. Est-ce que c'est bon ou pas? Je ne peux pas tirer de conclusion là-dessus. Je n'ai pas conduit d'études sur cette question-là, mais il y a clairement une déconnexion entre la tête et les pieds, je dirais, de l'association syndicale, où il y a de moins en moins de personnes, et ce n'est pas vrai pour tous les syndicats, je veux vraiment faire attention, il y a des syndicats où il y a encore ce phénomène de mobilité au sein de l'association syndicale, mais on constate quand même, et ce constat-là est fait de façon assez générale, une importante professionnalisation, justement, des responsables syndicaux. Alors, je veux quand même dire un mot parce que c'est vraiment le groupe de travailleurs et de travailleuses auprès desquels j'ai le plus travaillé dans ma vie. Les travailleurs et travailleuses non syndiqués, donc qui n'ont pas le privilège d'avoir un représentant ou une représentante syndicale qui va les aiguiller, les appuyer en cas de litige avec l'employeur. Vous pouvez vous imaginer que face à cet important éclatement, morcellement, fragmentation du droit du travail, il y a un important enjeu de connaissance et de compréhension des mécanismes et à quelque part des sentiments souvent de dépossession face à la situation qu'ils vivent parce que très difficile, si on n'est pas un expert de la question, de naviguer l'environnement normatif qui pourrait répondre à un problème ou qui pourrait permettre l'activation, par exemple, d'un recours face à une situation particulière. Donc, la question qui se pose de plus en plus pour les travailleurs et travailleuses non syndiqués, c'est on a eu un important foisonnement normatif à partir des années 70, une prolifération des normes. Est-ce qu'on en est maintenant de plus en plus face à cette complexité, aux enjeux de connaissance et je dirais d'adhésion que ça entraîne, de délégitimation? Est-ce qu'on est face à un risque de désaffection, justement, des personnes qui sont censées être protégées par le droit du travail? Donc, en conclusion, et je termine rapidement là-dessus, j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps. Comment on fait face? C'est la question qui tue et c'est la question qui va nous préoccuper dans les 5 prochaines années dans le cadre de ce projet de recherche que j'ai fait avec mes collègues. Comment on va faire face aux effets du morcellement normatif et institutionnel? Comment on va y répondre? Quelles sont les solutions tant sur le plan des politiques publiques que justement de l'ajustement des pratiques et stratégies des acteurs? Je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous décevoir en vous disant que je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense qu'il y a certains principes qu'il faut considérer, notamment si on réfléchit, par exemple, à la codification des sources du droit du travail et à l'unification des institutions. Comment fait-on au risque, finalement, de perdre les bénéfices de l'importante, et ça, j'insiste, et en droit du travail, c'est un enjeu réel, l'importante spécialisation dont jouissent ces institutions-là. Il y a
vraiment une richesse d'expertise dans les différentes institutions et est-ce qu'une codification et finalement d'unifier certaines institutions-là un peu de force, est-ce qu'on va évacuer l'importante spécialisation? Donc, comment maintenir cette spécialisation? C'est un enjeu de taille. L'autre question qui se pose présentement, c'est est-ce qu'il faut prioriser, par exemple, une réforme de la compétence, je dirais, des pouvoirs qui sont conférés aux institutions chargées de mettre en œuvre le droit du travail, tout en maintenant intacte, finalement, l'architecture actuelle des sources du droit du travail. C'est aussi la question. Donc, faut-il agir sur l'architecture du droit du travail ou d'abord agir sur comment les institutions s'organisent et finalement cohabitent? Est-ce qu'on prend le problème finalement par la tête ou par la queue ou faut-il adresser les deux en même temps? Ou encore la troisième voie, c'est faut-il prioriser des pratiques et des stratégies qui vont émaner des acteurs du travail, qui vont s'institutionnaliser au fil du temps et justement qui vont peut-être répondre davantage aux besoins réels finalement de ces institutions-là, à leur capacité à faire face au morcellement. Mais ça, c'est une question à laquelle, finalement, on ne peut pas répondre présentement. Et il y a présentement différentes expérimentations institutionnelles, je dirais, je les qualifierais comme ça, qui sont menées et qu'on va suivre de près dans les prochaines années pour voir justement comment ces différentes expériences, pour l'instant, pourraient éventuellement s'institutionnaliser et opérer une re-régulation, finalement, de cet ensemble qui est le droit du travail. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dalia. C'était passionnant. C'est vraiment intéressant parce que je vois clairement, moi qui ne connais rien au droit du travail, ce n'est pas du tout ma talle de réflexion, là, mais on peut classiquement voir des parallèles avec d'autres domaines. Et puis, c'est drôle, moi, il me venait en tête un cas que j'ai expérimenté, un peu juridictionnel, de gestion des conflits en matière de fraude ou de plagiat, ne serait-ce que ça. Et on voyait des éléments qui étaient identifiés dans votre présentation, Dalia. J'y reviendrai dans les questions. Alors, vous avez commencé votre conclusion en disant « Comment faire? Je n'ai pas de solution ». Et là, c'est Jean-Louis qui va arriver avec son approche gestion et qui va donc nous offrir, j'en suis sûr, des solutions. Alors, cette fois-ci, avec l'exemple du microcosme du domaine de la santé, avec un partage d'écran qui fonctionne, Jean-Louis. Oui, merci. C'est parce que le Zoom faisait une mise à jour automatique en même temps. C'est ça qui a empêché tantôt. Donc, merci. Et la présentation de Dalia, qui est tout à fait éloquente et intéressante, ce qui est appelé fragmentation chez Dalia, nous, on appelle ça pluraliste dans le domaine de la santé, mais probablement qu'on se rejoint ici sur le plan institutionnel. Et j'ai choisi de prendre une approche à partir d'études empiriques, puis afin de souligner un peu qu'est-ce que ça nous dit lorsqu'on approche des problématiques de changement institutionnel et peut-être quelques leçons qu'on apprend d'études conduites dans le domaine de la santé. L'analyse des réformes en santé, on est au CRDP, mais ce n'est pas juste pour l'anecdote, c'est vrai. Desrochers avait organisé autour de 2004-2005 un séminaire sur la sociologie des réformes et il avait invité des gens de différents secteurs, puis m'avait invité pour la santé. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais que je me suis mis avec des collègues à vraiment m'intéresser à comprendre les réformes comme un mode particulier de conduite du changement. À ce moment-là, on disait dans les démocraties libérales. Et là, on s'intéresse ici à un niveau d'analyse qui est le gouvernement comme pilote des transformations avec toutes les limites et les nuances que ça suppose. Okay. Et donc, là, sans faire un cours, ces institutions, une approche conventionnelle chez les sociologues, c'est-à-dire il y a un substrat cognitif et culturel, comment on conçoit la santé,
il y a un ensemble de normes, incluant les législations. Et là, la première présentation donnait plusieurs exemples en droit du travail. Et il y a un substrat aussi régulateur qui est l'ensemble des instruments qu'utilise un gouvernement pour intervenir dans un secteur, en l'occurrence ici celui de la santé suivante. Et lorsqu'on parle de changement institutionnel, en fait, on va s'intéresser à la fois à une certaine complexité institutionnelle, c'est-à-dire il nous était présenté le cas de la fragmentation, mais aussi des logiques multiples qui interviennent. J'en nommerai quelques-unes dans le domaine de la santé, logique institutionnelle. On va s'intéresser aussi au rôle des acteurs, à leur agencéité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des acteurs, en principe conditionnés par des contextes institutionnels, vont être en mesure d'intervenir, proposer des idées éventuellement nouvelles et des moyens nouveaux pour agir dans un secteur. Et il y a beaucoup de travaux, c'est logique institutionnelle pour faire court. On dirait qu'il y a une logique civique et là, tout le discours en santé sur la participation citoyenne, participation des patients, participation du secteur communautaire est un exemple. Des logiques professionnelles qui sont éminemment fortes et qui ne sont pas homogènes. Une logique qu'on appelle parfois marchande ou managérialiste. Et là, ça renaît très fort ces jours-ci dans le discours, entre autres, de certains partis pour dire, bien, si on imitait plus le marché, on aurait un système qui fonctionnerait mieux. Et des logiques bureaucratiques qui sont toute la technocratie d'État et toutes ses dérivés, incluant dans les organisations, et son influence sur le fonctionnement du système. Suivante, s'il vous plaît. Et bon, je l'ai dit, on peut conduire l'analyse institutionnelle à différents niveaux. Ici, je me situe vraiment au niveau des institutions sociétales centrales. En anglais, on dit les core societal institutions. Et donc, un niveau d'analyse très macro suivante. Et je vais m'appuyer sur deux études empiriques. La première, c'est sur l'analyse des réformes dans 7 provinces canadiennes. Et là, il y a un texte disponible, un autre qui va être publié prochainement. Et une deuxième étude empirique qui me servira de conclusion sur les réformes et les transformations institutionnelles qui portent sur le rôle des médecins dans les réformes, une comparaison Angleterre-Canada depuis la création des systèmes publics de santé. Suivant. Suivant aussi, ça c'est l'étude, ces réformes des provinces canadiennes. Et là oui, non, c'était bon. Suivant, merci. Bon, les réformes, et là, il y a eu beaucoup de travaux au Canada, des études longitudinales pour dire beaucoup de réformes, mais ça ne semble pas avoir impacté de façon, je dirais, à la mesure des attentes sur le fonctionnement du système de santé. Et on verra ce que ça veut dire plus tard. Le classique qui est évoqué, et on y reviendra aussi, c'est la question de blocage politique, une mosaïque d'intérêts, de groupes influents, d'intérêts corporatistes, mal équilibrés, mal balancés, qui s'affrontent et qui orientent de facto le changement et qui donnent des situations de fragmentation et organisationnelle et institutionnelle importantes. Beaucoup ont évoqué l'hypothèse d'une inertie structurelle dans le système de santé au Canada avec l'Acte canadien sur la santé qui place comme centre de gravité du système les soins médicaux et hospitaliers jugés nécessaires et aussi une logique de reproduction très forte, c'est-à-dire il y a beaucoup d'idées qui circulent, on a une bonne idée de ce qu'il faudrait faire, mais on a extrêmement de misère à sortir, étant donné les blocages politiques et l'inertie structurelle de la dynamique actuelle du système, et en résulte d'un ensemble de vulnérabilités persistantes. Suivante, s'il vous plaît.
Ça, c'est le schéma des stratégies des réformes. Ce n'est pas un test d'acuité visuelle, c'est dans l'article, mais c'est le schéma des stratégies et des objectifs pris dans cette province canadienne dans les 20 dernières années. Et l'idée ici, c'est de dire, dans une approche institutionnelle, les travaux, je dirais, du néo-institutionnalisme dans les années 80 insistait beaucoup sur la convergence. Les gouvernements, les systèmes de services, les politiques sectorielles vont converger suite à un ensemble de processus qui appelait isomorphique, soit coercitif, soit d'imitation, soit par le poids des logiques professionnelles. Ce qu'on observe ici, c'est oui, une convergence sur les enjeux, tous les systèmes se disent faire face aux mêmes défis, et c'est documenté, mais les différentes couleurs, là, ça montre une variation des patterns différents dans la réponse que prennent ces gouvernements-là pour faire face à leurs défis. Suivant, s'il vous plaît. Et bon, pour faire court, qu'est-ce qu'on apprend là, sur le plan de l'analyse des réformes? Il y a des défis communs qui sont constatés, je dirais, et c'est là probablement qu'à la fois la communauté scientifique, les policymakers et aussi un segment important des politiciens et politiciennes se retrouvent. Les gens s'entendent à peu près sur les enjeux communs de nos systèmes de santé, mais il y a une forme d'isomorphisme partiel. Les réponses apportées dépendent du contexte spécifique dans chaque province et je dirais, des expériences qu'ils ont eues par le passé dans la conduite des réformes. Il y a des influences qui poussent à l'imitation, beaucoup qui sont des échanges entre juridictions provinciales. Un point très commun qui m'apparaît émerger de plus en plus fort, c'est l'idée de dire on peut, comme gouvernement, utiliser l'instrument qui est des grandes réformes structurelles, mais on s'intéresse de plus en plus aussi aux capacités du système à faire différemment, à la valorisation du rôle de certains nouveaux acteurs, dont les patients, je prends un terme à la mode en santé, plutôt qu'uniquement des transformations structurelles radicales. Et on le verra tantôt, un intérêt croissant pour les capacités des politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin dans un gouvernement pour conduire ou piloter une réforme. Il y a des variations, mais il y a nettement, je dirais, une très, très grande dépendance au centre de gravité du système de santé qui est consacré, entre autres, dans l'Acte canadien sur la santé. Et une difficulté, et ça, on le voit quand on prend des données empiriques sur l'allocation des ressources dans les systèmes de santé au Canada, on remarque que c'est un pattern qui se reproduit dans les 20-30 dernières années, c'est-à-dire, oui, les ressources allouées sont plus importantes, mais la proportion consacrée à des secteurs qui ne sont pas dans le centre de gravité du système, là, je vais vite pour le temps, par exemple, les soins aux personnes âgées fragilisées, les soins dans la communauté pour des personnes étant aux prises avec des enjeux de bien-être ou en santé mentale. On a énormément de misère à produire le changement parce qu'entre autres, on a de très grandes inerties sur le plan de l'allocation, de la réallocation des ressources. Et donc, l'analyse institutionnelle ne peut pas faire l'économie de ce que j'appelle une analyse de l'économie politique comme facteur important d'orientation des réformes. Et aussi, même si la notion de réforme a une composante délibérée forte, elle est aussi une agrégation émergente à travers le temps. Ce qu'on remarque, c'est d'une réforme à l'autre, il y a des apprentissages, il y a évidemment beaucoup d'imprévus dans l'implantation, il y a des ajustements ad hoc, et une réforme, ce n'est pas juste le résultat d'un grand plan délibéré.
suivante, s'il vous plaît. Là, je vais faire un point très court avant de conclure sur les capacités des politiques, en anglais policy capacity. Il y a un ensemble de travaux de plus en plus importants sur ces questions-là. La première, c'est les capacités analytiques. Qu'est-ce qu'on a de besoin de données, d'informations pour comprendre la dynamique d'un secteur? Les capacités politiques, c'est-à-dire est-ce qu'on réussit à assembler un appui suffisant pour conduire les réformes? C'est le cas classique, mais ça reste important. Et des capacités opérationnelles, et je vais donner un exemple qui a été un exemple, je dirais, très cité dans la réforme dite Obamacare. Ce ne sont pas tous les États américains qui avaient les capacités opérationnelles pour implanter le marché de l'assurance qui était prévu dans l'Obamacare. Donc, il y a des choses très, très concrètes auxquelles il faut porter attention dans le pilotage des réformes. Et l'analyse institutionnelle ne peut faire l'économie de ces choses-là, je dirais intellectuellement, des fois moins stimulantes, mais extrêmement importantes. Est-ce qu'on a les ressources, les compétences, l'expertise, la technologie pour faire ce qu'on veut faire? Suivante, s'il vous plaît. Et au niveau de... Suivante aussi, excusez. Et au niveau des... suivante aussi, est-ce que le temps file? Au niveau des capacités analytiques, ce qui est très important, c'est qu'on a eu, entre autres, et pas uniquement au Québec, et pas uniquement au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral, il y a eu une tradition fin années 80 jusqu'à début des années 2000 de grandes commissions, avec leur haut et leur bas, là, puis sur les résultats aussi de ces commissions-là. Mais ce qui me semble très intéressant à souligner, c'est l'idée que les commissions étaient un peu ce que nos collègues britanniques appellent du open tent policy, c'est-à-dire on consultait et on faisait participer énormément de groupes de la société civile, incluant les syndicats aussi, donc à la fois des groupes bien institués, des groupes de la société civile. On prenait beaucoup de risques dans l'élaboration des politiques comme gouvernement en donnant une voix à plusieurs groupes qui habituellement ne font pas partie des conversations dans la définition des politiques de santé. Et avec je dirais un courant que j'ai appelé tantôt, peut-être c'est plus juste de dire avec une pression managérialiste qui a été beaucoup étudiée en Europe, là, le New Public Management, les gouvernements ont progressivement refermé un peu l'approche qu'ils prennent pour formuler des politiques réformistes. Ils ont plutôt recouru à des groupes spécifiques, à des firmes conseils ou à des conseillers très proches du politique. Suivante, s'il vous plaît. Au niveau des capacités politiques, bien, c'est vraiment un facteur de réalité, c'est-à-dire on peut avoir un programme de changement extrêmement novateur, ambitieux, comme est discuté périodiquement dans les réformes en santé, que ce soit, par exemple, la réouverture de l'Acte canadien sur la santé pour couvrir des soins et services qui devraient être mieux couverts, mais on fait des compromis énormes parce qu'on anticipe des enjeux de faisabilité, des enjeux d'appui dans un terrain extrêmement contesté lorsque c'est le temps d'adopter et piloter ces réformes. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau des capacités opérationnelles au gouvernement, ça s'est surtout manifesté dans les réformes par l'idée de renforcer les capacités techniques d'analyse des données, le type d'expertise qu'on a besoin au gouvernement, entre autres pour faire le monitoring et l'évaluation des réformes, qui reste une partie, je ne dirais pas nécessairement faible, mais renforcée. Suivante, s'il vous plaît, là, on tombe dans la conclusion, je vais prendre 2 minutes à peu près. Une première conclusion, c'est
oui, les réformes cycliques menées par les gouvernements sont une source d'apprentissage. Si je prends le cas canadien, il y a des apprentissages qui sont faits en juridiction, mais aussi des apprentissages sur le mode opératoire des réformes, c'est-à-dire ne pas surutiliser les réformes dites structurelles. Mais il reste qu'un essoufflement de ce qu'on a appelé ici l'importance de l'imagination politique, c'est-à-dire comment maintenir dans les projets de réforme des idées novatrices qui dérangent, mais qui risquent de produire, si on réussit à les amener à terme, qui risquent de produire des effets escomptés. Suivant, s'il vous plaît. Et là, suivante, excusez. Oui. Donc, au fond, ce qu'on parlait, c'est comment penser le changement et l'adaptation dans des domaines hautement institutionnalisés. Suivant. Et ça, c'est l'étude qu'on vient de faire là, tantôt. Il y a des auteurs qui n'ont pas apparu, c'est entre autres avec une très bonne collègue que vous connaissez, Catherine Régis, où on a regardé depuis la création des systèmes publics de santé en Angleterre et au Canada, la dynamique de participation d'un groupe professionnel dans le développement des programmes de réforme suivants, s'il vous plaît. Et ça ici, c'est le modèle. Là, je m'excuse, on n'a pas le temps de traduire, mais c'est l'idée, un modèle assez simple, c'est de dire les réformes. Oui, c'est un mode prioritaire de pilotage et de tentative d'amorcer le changement qu'utilisent les gouvernements, mais en s'engageant dans les réformes, on crée un genre d'espace de négociation et de médiation. Ici, dans le livre, on regarde l'interface gouvernement-profession médicale, mais ça peut être fait avec l'ensemble des groupes. Suivant, s'il vous plaît. Et je vais conclure sur quelques leçons de cette analyse-là du rôle de la profession médicale, mais qui m'apparaît avoir des leçons qui ont un potentiel, je dirais, de généralisation en partie lorsqu'on analyse des transformations de politiques sectorielles ou dans des institutions importantes comme la santé, ça pourrait s'appliquer aussi aux universités, ainsi de suite. Ça, il y a une très, très grande dépendance, l'hypothèse du path dependency qui est chère aux politologues. Elle revient en force, c'est-à-dire le type d'interaction qu'ont développé les différents acteurs au moment de la mise en place des régimes publics de santé semble conditionner en partie les échanges, et ça pour des décennies après. Il y a nettement, lorsqu'on crée un régime comme le régime public de santé, il y a nettement un rôle croissant des gouvernements, c'est-à-dire ça tombe sur le sens, mais les gouvernements s'installent non pas uniquement comme une force de création institutionnelle, mais ils gagnent en responsabilité et donc en propension d'exercer des réformes. Le gouvernement se voit à la fois pris pour agir, mais je dirais, pour faire cause, c'est un régulateur sous forte contrainte. Et là, entre autres, pour faire cause encore, l'importance des pouvoirs, des intérêts et des représentations dominantes de ce qu'est la santé. Donc, des aspects très institutionnalisés du système balisent énormément ce qu'un gouvernement peut faire. Dans le cas de l'analyse du rôle des médecins, on a utilisé le terme l'institutionnalisation de la politique médicale, c'est-à-dire qui joue un rôle déterminant dans la définition des voies possibles ou non de changement. Et je dirais, ça appelle, puis je terminerai là-dessus, dans l'analyse institutionnelle, à porter probablement de plus en plus d'attention au processus d'innovation dans les politiques publiques qui permettrait de s'éloigner un peu de ces logiques extrêmement institutionnalisées qui rendent possibles les réformes, mais
à une beaucoup plus petite échelle que ce que semble le demander la nature des défis à relever. J'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis. J'espère que j'ai réussi à traduire le dynamisme de ta présentation. C'était intéressant après la présentation de Dalia parce qu'on voit toujours, moi, ce que j'avais appelé dans mes notes des pesanteurs, là, ce qui apparaît dans le phénomène d'inertie et notamment dans le cas d'un domaine qui est très institutionnalisé comme l'est celui de la santé, celui du travail peut-être un petit peu moins, ou je ne sais pas, a priori. Puis c'était intéressant aussi que comment cette réforme ne passe pas uniquement que par le changement des structures. Puis là encore, on a vu dans l'exemple de Dalia qu'il y a des comparaisons. On a changé la structure, mais les pesanteurs restaient quand même, ou des traditions existaient. Alors, moi, j'aurais quelques questions, mais on n'a pas le temps maintenant. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Evelyne Jean-Bouchard. Oui, ben merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour toute l'organisation, particulièrement à Sylvain Lafleur. Moi, je vais vous parler peut-être un peu plus des fondements théoriques de la théorie néo-institutionnelle. Donc, pour être honnête, je dois avouer que j'ai longtemps eu une relation d'amour-haine avec cette théorie-là parce que j'ai passé une partie de mon doctorat à essayer d'invalider ces hypothèses. Sauf que plus je lisais sur ce sujet-là, plus je découvrais un corpus extrêmement riche qui m'a fait réaliser finalement que mes travaux s'inscrivaient pas mal plus dans cette lignée-là que j'aurais pu le croire au départ. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les principales variantes de la théorie néo-institutionnelle, c'est-à-dire la variante économique, sociologique, puis historique. Puis, on va ensuite voir comment je les ai appliquées dans le cadre de mes recherches en droit, puis surtout comment, d'un point de vue féministe, j'ai critiqué certains de leurs postulats. En fait, j'ai utilisé ces différentes variantes-là dans 3 contextes particuliers. J'ai utilisé plutôt la variante sociologique dans le cadre de mes recherches au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Ensuite, pour mon postdoc, qui était une recherche-action participative avec l'Association des femmes autochtones du Québec, j'ai plutôt utilisé la variante historique. Puis finalement, j'ai utilisé la variante économique pour analyser les enjeux liés à la régulation de la plateforme en ligne Pornhub. Ces 3 contextes-là peuvent paraître très différents à première vue, mais ils ont tous un point commun assez significatif, c'est-à-dire qu'ils sortent tous du champ institutionnel de l'État libéral. Donc, pour les néo-institutionnalistes en général, les institutions vont avoir une influence déterminante sur les acteurs que les processus sociaux. En fait, toutes les variantes du néo-institutionnalisme vont analyser à différents degrés comme la façon dont les institutions puis les acteurs vont s'influencer mutuellement. Donc, les acteurs vont adopter des comportements qui vont correspondre à des valeurs puis aux attentes véhiculées par les règles institutionnelles, mais ils peuvent aussi modifier les institutions, soit par leurs décisions ou par leurs actions, mais leur marge de manœuvre, généralement, est plutôt limitée. Donc, on va commencer par l'institutionnalisme économique. Lui, il va plutôt mettre l'accent sur la notion de choix rationnel pour relever le caractère régulateur des institutions. Donc, pour les économistes, les institutions vont établir des règles puis exercer une forme de contrôle sur les acteurs, soit par la création d'incitations ou de sanctions. Donc, ici, les règles institutionnelles vont être définies comme des arrangements volontaires entre les individus. Donc, les individus vont négocier librement des règles formelles ou bien ils vont accepter de se soumettre à des codes de conduite informels. Donc, l'approche économique va interpréter la variable institutionnelle selon sa capacité à réduire l'incertitude, parce que les institutions vont apparaître puis survivre parce qu'elles vont réduire les coûts de transaction, puis la concurrence entre les institutions vont éliminer celles qui vont être les moins efficaces. L'institutionnalisme sociologique, lui, il va plutôt étudier les mythes, les normes culturelles, les symboles, puis le contexte social qui va légitimer les institutions, puis est généralement associé à la théorie organisationnelle. Donc, pour les sociologues, les institutions sont fondamentalement culturelles.
va représenter des règles, des procédures, ou bien des normes formelles, mais aussi des systèmes de symboles, donc des schémas cognitifs ou des modèles moraux qui vont servir un peu de cadre de signification qui vont ensuite guider l'action humaine. L'institutionnalisme historique, lui, il va privilégier une analyse beaucoup plus temporelle, évidemment, selon laquelle le rôle et le comportement des acteurs à l'intérieur d'un système peuvent être compris en étudiant la nature des institutions au sein de ce système-là, mais à travers le temps. C'est à cette version-là, généralement, qu'on doit l'hypothèse de la dépendance au sentier, comme le disait le professeur Denis, qui, en fait, reconnaît que les réformes institutionnelles sont mises en œuvre à l'intérieur d'un ensemble complexe de particularités qui va être dépendant du contexte économique, politique puis social des collectivités. En fait, pour illustrer l'hypothèse de la dépendance au sentier, on utilise souvent l'image d'un cours d'eau, où est-ce qu'il y a des petits cours d'eau qui vont se jeter dans une rivière, qui va se jeter dans la mer. Donc, à un moment donné, ça devient super difficile, voire impossible, d'aller à contre-courant d'un processus institutionnel qui est déjà bien ancré. Selon moi, la principale lacune de la théorie néo-institutionnelle, c'est la place prédominante donnée aux institutions de l'État. Je dois préciser ici que les féministes, dont je suis, ont des relations plutôt ambiguës avec l'État. En fait, quelle que soit l'approche du néo-institutionnalisme, elles vont toutes octroyer une autonomie significative aux institutions de l'État qui sont considérées comme le moteur du changement social. Donc, toutes les dynamiques, les innovations sociales qui vont se produire dans sa marge vont toujours être considérées comme juste des données contextuelles, toujours une toile de fond, mais qui est remodelée puis redessinée tout le temps par les structures de l'État. Cette posture-là pose non seulement un problème dans des contextes où il n'y a jamais eu d'État de facto, comme c'est le cas à l'est de la RDC, qui, je vous le rappelle, est considéré comme un État failli par la communauté internationale. C'est un problème aussi quand on veut comprendre les dynamiques socio-juridiques de groupes qui cherchent explicitement à se définir puis à maintenir une identité à l'extérieur des institutions de l'État libéral, comme c'est le cas, par exemple, des communautés autochtones qu'on trouve au Canada puis au Québec. Puis finalement, c'est un problème aussi quand on veut étudier des espaces qui sortent complètement du champ institutionnel de l'État, qui est le cas, par exemple, pour le cyberespace. Donc, je vous propose de regarder rapidement ces 3 exemples-là. On va faire ça bref. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, on va pouvoir le faire après. On va commencer par le Nord Kivu, à l'est de la RDC. Donc ici, la version juridique de l'institutionnalisme qui est en fait basée sur la variante économique est généralement utilisée dans le champ disciplinaire du droit et du développement parce qu'elle va permettre de faire un lien de causalité entre les réformes institutionnelles de l'État de droit et le développement économique des pays. C'est à cette théorie-là notamment qu'on doit le slogan « Les institutions comptent pour le développement » puis qu'on va retrouver à l'intérieur des grandes organisations internationales. Donc, dans ce cadre-là, la théorie néo-institutionnelle va permettre d'identifier les obstacles auxquels un État doit faire face pour structurer ses propres institutions. Puis un des obstacles généralement identifiés va se rapporter à la persistance de certaines normes culturelles ancrées qui peuvent avoir des effets inattendus sur les tentatives de réforme. Donc, cette résilience-là du droit coutumier, c'est un argument qui est très populaire quand on parle des réformes visant l'équité de genre, notamment. Par exemple, en matière de droits des femmes, on va généralement, on va opposer les droits de la personne à la culture, où la culture va être souvent utilisée comme un synonyme de tradition ou de coutume rétrograde, donc un obstacle pour l'atteinte à l'égalité. Sauf que quand on regarde au niveau international, on peut voir que les acteurs internationaux qui sont chargés de mettre en œuvre puis d'élaborer les réformes de l'État de droit sur le terrain sont aussi influencés par certaines normes institutionnelles ancrées.
C'est Séverine Autesser qui en a fait la démonstration dans le cadre spécifique des interventions internationales en matière de reconstruction de l'État en RDC. Elle va se fonder sur la théorie de la société mondiale, qui est en fait tirée de l'institutionnalisme sociologique, selon lequel il va exister une société distincte au niveau international, donc un champ social qui va avoir sa propre culture, son propre ensemble de normes formelles et informelles qui va contraindre le choix et le comportement des acteurs internationaux. Donc, dans ce contexte-là, 2 schémas cognitifs ont déterminé le type d'intervention qui a été privilégié en RDC. D'abord, une conception de la violence comme caractéristique normale de la vie sociale congolaise, puis une sorte de vénération des élections. Donc, ces schémas-là cognitifs ont entraîné une dichotomie entre le local et le global qui ont empêché les acteurs internationaux de considérer le site local, puis surtout les violences qui persistaient au niveau inter- et intracommunautaire dans le cadre de leurs actions. Puis c'est ça, finalement, qui a amené l'échec de la transition vers la paix. Donc, on retrouve cette dichotomie-là du local puis du global dans le cadre des réformes institutionnelles de l'État de droit, quand on va considérer les spécificités locales puis les institutions informelles de droit coutumier systématiquement comme inefficaces ou comme des obstacles potentiels au succès des réformes. Dans une posture un peu plus féministe, je pense que ce constat-là amène aussi un important biais genré parce que le discours libéral puis les pratiques dominantes dans le champ du développement ont souvent eu tendance à considérer les femmes comme des entités fondamentalement traditionnelles qui vont opérer au sein de la sphère privée. En découle donc le postulat implicite que les femmes sont les victimes de leur propre culture puis qu'elles ne peuvent pas jouer de rôle significatif dans l'adaptation, la mise en œuvre puis l'appropriation locale des réformes en matière d'équité de genre, par exemple. Donc, le néo-institutionnalisme juridique et économique viennent un peu obscurcir le rôle et la place des femmes dans les dynamiques institutionnelles dans les pays en voie de développement. Maintenant, si on revient un peu sur le terrain canadien en contexte autochtone, la théorie néo-institutionnelle, dans sa variante historique, permet de mieux cerner un peu les contraintes structurelles que vont poser les institutions canadiennes sur les stratégies d'autodétermination des groupes autochtones. En fait, ici, c'est l'architecture juridico-politique canadienne va perpétuer des normes coloniales et genrées, notamment à travers la loi sur les Indiens, qui est encore aujourd'hui la référence en matière de gouvernance des Premières Nations. Donc, on peut dire que les institutions du fédéralisme constituent les principaux obstacles pour les peuples autochtones dans leur quête d'autonomie. C'est vrai que les normes ancrées qui sont au fondement de la souveraineté étatique, puis par extension des institutions puis des pratiques qui ont été héritées depuis l'époque coloniale, se sont révélées particulièrement résistantes aux revendications autochtones en matière d'autonomie. En fait, la Fédération canadienne, comme structure politique, laisse aucune place à l'expression d'une autorité politique tierce, donc qui se trouverait en dehors des 2 ordres de gouvernement reconnus par la Constitution. Donc, les groupes autochtones au Canada ont surtout déployé des stratégies juridiques pour garantir leur autonomie. Mais encore là, l'interprétation des droits ancestraux et issus de traités par la Cour suprême est toujours limitée par les paramètres constitutionnels. Donc, les tribunaux ne peuvent pas créer de nouvelles institutions, puis ils ne peuvent pas non plus remplacer complètement des processus politiques déjà bien ancrés historiquement. Sauf que si d'un côté, les structures étatiques vont institutionnaliser des rapports de domination, elles vont aussi les reproduire et les transmettre aux autres paliers institutionnels, comme par exemple les conseils de banque. En fait, dans une perspective néo-institutionnelle, les comportements des acteurs vont constituer généralement des réponses légitimantes qui vont correspondre aux attentes de leur environnement institutionnel. Ça va entraîner une homogénéisation institutionnelle qu'on appelle les isomorphismes. Par exemple, Rona Kouakanen a identifié plusieurs similitudes entre les trajectoires vers l'autodétermination de communautés autochtones présentes dans 3 régions différentes du monde. Donc, pour elle, même s'il n'existe pas un modèle unique de gouvernance autochtone, l'obligation de négocier cette autonomie-là avec l'État libéral
va aboutir généralement à des arrangements institutionnels similaires aux structures de cet État-là. C'est parce que, d'une part, l'élite politique autochtone doit être reconnue par l'État pour qu'elle soit autorisée à négocier politiquement avec lui. Puis de l'autre, il est souvent difficile de sortir d'un cadre de pensée libéral qui va concevoir les institutions politiques occidentales comme le seul ordre naturel des choses. Malgré tout, il faut comprendre que les fédérations comprennent plusieurs types d'institutions qui ont chacune différentes sensibilités au changement. Par exemple, les institutions plus anciennes, plus complexes, puis enchâssées dans une constitution, sont davantage enracinées dans une trajectoire définie. C'est l'hypothèse de la dépendance au sentier. Donc, elles vont résister au changement à un degré beaucoup plus élevé que les institutions individuelles plus récentes. Donc ça, finalement, ça nous amène à la conclusion que le droit à l'autodétermination des collectivités autochtones va pouvoir réellement se concrétiser seulement en marge des institutions canadiennes à travers la création de nouvelles institutions, mais fondées sur une revitalisation des ordres juridiques et politiques autochtones. Ça, finalement, c'est un constat qui était soutenu par les travaux de John Burroughs, notamment. Ces structures-là réactualisées risquent peut-être moins de perpétuer des normes coloniales et genrées parce qu'elles vont pouvoir peut-être se distancer des trajectoires institutionnelles déjà trop ancrées de la Fédération canadienne. Sauf que, comme le soulignait Kouakanen, si le sexisme puis les rapports de domination ne sont pas abordés de manière explicite dès la conception de ces structures autochtones, la discrimination puis l'oppression basée sur le genre risque d'être naturalisée dans une genre de régime genré, puis enchâssée dans l'exercice de l'autodétermination autochtone. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas attendre la décolonisation avant d'inclure les femmes autochtones puis leurs préoccupations au sein des institutions autochtones parce qu'en raison de la dépendance au sentier, il va être beaucoup plus difficile de les intégrer par la suite. Maintenant, le cyberespace. Dans un article que j'ai écrit récemment avec Sandrine Prontep et Maya Cachicho, on a utilisé le cadre qui avait été développé par Elinor Ostrom, prix Nobel en économie, pour analyser la problématique de la gouvernance des plateformes en ligne, mais à la lumière du cyberféminisme. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce terme-là, le cyberféminisme va s'intéresser aux rapports sociaux de genre au sein du cyberespace, de l'Internet et des technologies numériques. Donc, on a utilisé le cas de la plateforme Pornhub qui avait récemment été accusée de publier un nombre important de vidéos de viol et d'agressions sexuelles commises à l'encontre des femmes et des personnes mineures. En fait, le cadre d'analyse qui a été élaboré par Ostrom permet de déterminer quel genre d'arrangements institutionnels sont les mieux adaptés pour réguler l'usage et l'exploitation de biens communs matériels et immatériels. Donc, ces communs-là sont définis comme toute ressource partagée par un groupe de gens. Donc, on peut considérer un peu l'Internet comme un commun immatériel. Pour Ostrom, le partage et la gestion d'une ressource commune doit s'appuyer sur 8 principes d'agencement d'une institution particulière. Ces 8 principes-là sont d'abord un groupe aux frontières définies, des règles régissant l'usage des biens collectifs qui répondent aux besoins et spécificités locales, la capacité des individus concernés à les modifier, le respect de ces règles-là par les autorités extérieures, le contrôle du respect des règles par la communauté qui doit disposer d'un système de sanctions graduées, l'accès à des mécanismes de résolution de conflits peu coûteux et la résolution effective de ces conflits-là, puis des activités de gouvernance organisées en strates différentes et imbriquées. Donc, si on considère la plateforme Pornhub comme une entité aux frontières définies, les règles qui vont régir l'usage de biens collectifs, dans ce cas-là, le contenu en ligne, va se rapporter au consentement libre et éclairé des utilisateurs. Sauf qu'on sait que ce consentement-là va présenter plusieurs lacunes dans le contexte numérique. Ensuite, l'enjeu de la participation des individus concernés à la définition puis à la modification des règles va être lié à la gestion de la communauté virtuelle puis surtout la prise en compte de l'ensemble des utilisateurs, du point de vue de l'ensemble des utilisateurs par les autres acteurs, notamment le point de vue des victimes.
Le contrôle puis le respect des règles va être assuré à la fois par la communauté virtuelle puis par l'État, mais aussi par la plateforme qui doit mettre en place des mécanismes de surveillance appropriés avec un système de sanctions graduées. L'accès à des mécanismes de résolution de conflits puis une résolution effective de ces conflits-là nous amène à l'enjeu d'accès à la justice pour les victimes d'agressions sexuelles basées sur l'image qui reste déficient, et ça dans l'ensemble des juridictions à travers le monde. Finalement, les activités de gouvernance organisées en strates va se rapporter aux liens verticaux et horizontaux entre la plateforme, les autres acteurs et les autres institutions. Par exemple, au niveau horizontal, les entreprises Visa et Mastercard ont décidé de ne plus autoriser l'utilisation de leurs cartes sur la plateforme. Puis au niveau vertical, les 2 paliers de gouvernement au Québec et au Canada ont mis en place des commissions d'enquête sur les allégations de viol et d'agression sexuelle. Pour être honnête, j'aime beaucoup les travaux de Ostrom parce que c'est une des rares institutionnalistes qui ne va pas mettre toute l'emphase sur les institutions de l'État. En fait, d'un point de vue féministe, on peut se questionner sur le rôle que devrait jouer l'État dans la gouvernance des plateformes parce que les cyberféministes se sont toujours préoccupés de l'augmentation des pouvoirs de contrôle et de surveillance étatique sur la vie personnelle. Donc, les cyberféministes vont préférer une conception de l'État en tant qu'arène permettant la démocratisation de l'interaction sociale plutôt que comme structure d'autorité et de contrainte. Donc, en d'autres termes, l'État a une responsabilité, mais pas en tant que régulateur omniprésent, mais plutôt pour fournir un cadre juridique de partage des responsabilités entre les principaux acteurs du cyberespace. Donc, en conclusion, la théorie néo-institutionnelle, puis ses différentes variantes, peut offrir un terreau riche pour les recherches en droit. Mais encore faut-il être conscient de ses lacunes, surtout quand il s'agit d'étudier des phénomènes qui sortent du champ institutionnel de l'État. Je pense que c'est encore plus difficile pour les juristes pour qui le droit est avant tout le droit de l'État. Mais je pense qu'il est essentiel d'élargir les perspectives théoriques pour mieux cerner les dynamiques institutionnelles qui sont multicentrées, puis surtout la façon dont elles vont contraindre le choix et les comportements des acteurs sociaux, puis donc vont déterminer leurs possibilités d'action. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Evelyne. Et désolé de ces contraintes de temps, là, de ce 20 minutes là, que tu as parfaitement respecté, mais surtout vers la fin, là, sur le développement sur Ostrom, là, je sentais qu'on aurait pu en parler bien plus.